L'approche du territoire commence par les ciels dans ma présentation. En effet, lorsqu'on est sur ce plateau de Caux, on est face à une présence du ciel extrêmement forte, des ciels avec des nuages très travaillés, très sculpturaux, qui sont aussi l'expression culturelle aussi du territoire, qui ont été repris par notamment les impressionnistes qui sont venus travailler sur ces sites, que ce soit Claude Monet ou Eugène Boudin ou même Auburtin, qui ont travaillé, traduit ces ciels de façon extrêmement forte. On n'est pas dans un territoire où les ciels sont bleus comme dans les paysages méditerranéens. On n'est pas non plus dans des ciels de montagne où on a des ciels très purs. Au contraire, ici, on a des ciels qui sont toujours extrêmement chargés, très, très profonds, très architecturés. Et je pense aussi que ça participe de la qualité de ces paysages, de cette richesse du ciel dans le territoire de la Côte d'Albâtre. On a aussi la mer. La mer, c'est une masse très présente, très noire, très dure, très parfois agressive, qui aussi vient se battre contre les falaises. C'est l'espace aussi de transition avec l'Angleterre, donc une histoire, une mer qui est chargée d'histoire. C'est le lieu de la pêche, c'est le lieu de la pêche locale, mais aussi la pêche qui a l'ouverture vers l'Atlantique, la pêche hauturière, qui a été aussi une des grandes activités du territoire pendant de nombreuses années, notamment pour le port de Saint-Valery. Et puis, c'est le découpage en trois grandes séquences. D'une part, le ciel, trois grandes bandes, le ciel, la mer, et puis le plateau vert qui vient se découper par une limite franche qui est la falaise, qui vient se perdre dans la mer. Lorsqu'on prend un peu de recul par rapport à ça, on est vraiment très, très marqué par la rupture très franche du plateau qui vient tomber par les falaises directement dans la mer, et cette ligne de côte qui vient finalement créer un obstacle entre le plateau et la mer. L'accès à la mer est difficile sur le territoire du Pays de Caux, et en particulier sur celui de la Côte d'Albâtre, puisque en effet, l'accès à la mer ne peut se faire que par les valeuses, par les vallées. Donc il y a la vallée ouverte de la Durdande qui descend jusqu'à la mer. Et puis il y a aussi les valeuses qui sont celles de Saint-Martin-en-Buneau ou celles de Veul-les-Roses, qui sont des petits accès limités. Néanmoins, d'une certaine manière, l'accès à la mer se mérite. C'est-à-dire que pour y aller, il faut vraiment avoir envie d'y aller. On n'est pas sur un paysage où la ligne de côte est d'un accès facile. Et puis les ports, donc on n'a qu'un port important sur le territoire ici, c'est donc celui de Saint-Valery, où l'embouchure de la rivière permet l'accès à la mer, et donc on est sur un port très étroit, très en profondeur, qui permettait aux bateaux de se protéger, les bateaux de pêche traditionnellement, maintenant les bateaux plutôt de plaisance. Et donc on est sur une ouverture très limitée sur le paysage maritime. On a également les plages, donc très peu de plages, et des plages qui sont des plages de pays nordiques. On est des paysages qui font penser beaucoup plus aux pays scandinaves, à la Finlande. On pourrait y tourner des films de Kaurismäki. On est vraiment dans une expression très, très particulière. On est très loin de l'idée méditerranéenne ou touristique ou congé payé des plages, mais au contraire beaucoup plus dans des plages aussi qui se méritent d'une certaine manière par leur accès et la possibilité d'y faire de la pêche à pied. Au-delà, on est sur le territoire du plateau, avec un plateau qui va se marquer par les ourlets boisés qui marquent les bords des vallées, les coteaux qui vont descendre, et puis progressivement on va découvrir les vallées, notamment la vallée de la Durdande, avec donc ces prairies humides qui constituent tout le fond de la vallée, des plantations d'arbres, notamment des peupliers, des aulnes, des saules qui vont être très, très caractéristiques de ces fonds de vallée qui sont très très différents, très opposés avec ceux du plateau cauchois. Et également, donc, dans ces prairies humides, on va rencontrer une faune, une flore importante, des oiseaux migrateurs qui vont venir poser, qui vont venir se nourrir, des animaux, des troupeaux de
bêtes qui vont venir paître dans ces prairies, qui vont participer aussi de cet équilibre à la fois naturel, environnemental, et en même temps aussi de l'entretien qui est fait par les hommes et par les exploitants agricoles. On voit aussi dans la vallée les coteaux boisés, qui sont ces pentes sur lesquelles qui sont avec les arbres qui sont cultivés, qui font la différence aussi entre ces trois niveaux, donc le niveau de fond de vallée, le niveau des coteaux et puis le niveau du plateau qui est lui un plateau agricole. Dans les vallées, on va rencontrer les rivières, les cours d'eau très présents, avec donc des très belles rivières, des eaux poissonneuses avec des truites, des cheminements, des ripisylves, des possibilités aussi de mise en valeur du paysage par ces cours d'eau. De l'eau qui est domestiquée le plus souvent, donc avec des canaux, avec des plantations qui sont cultivées, des plantations très ordonnées. On le voit notamment aux alentours du château de Cagny-Barville, des canaux de rive d'eau qui vont permettre d'amener l'eau vers les points où on va l'utiliser pour la force motrice, notamment pour les moulins, qui était une activité importante dans ce territoire de la vallée de la Durdan. Les franchissements, les ponts aussi, les ponts anciens qui permettent de relier les côtés des vallées. C'est là aussi des objets qui sont sans doute à mettre en valeur dans le cadre de l'étude qui va être lancée dans ce projet. Et puis des ouvrages qui sont des ouvrages mécaniques, des roues à aubes, des anciens moyens mécaniques qui permettaient de transmettre la force motrice dans les lieux d'activité. On voit encore d'anciens moulins, des manufactures, des usines qui étaient des teintureries notamment le long de la rivière qui utilisaient la force motrice des rivières pour pouvoir mettre en fonctionnement toutes les machines. L'autre aspect de l'eau, c'est aussi la difficulté d'avoir de l'eau sur le plateau. Autant dans les vallées, on a les sources et le captage de l'eau, autant sur les plateaux, il est difficile d'avoir de l'eau puisque le plateau se trouve à peu près une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc, de ce fait, il a été aménagé au fil du temps des mares dans les cours de ferme, mais également aussi des mares communales qui permettaient de mettre à disposition de l'eau pour les habitants de ces villages, aussi bien pour l'eau pour pouvoir laver le linge, pour abreuver les animaux. Et donc, on retrouve en effet dans le territoire de nombreuses mares communales qui sont des éléments aussi très, très caractéristiques. Ce pays-là, c'est un pays qui est aussi marqué par des matériaux de construction. On commence par la brique ici sur ces premières images, où on est avec des couleurs de briques très, très présentes. La brique de Saint-Jean, la brique manufacturée par la suite, puis ce qui permet d'avoir des ouvrages en briques avec à des époques différentes, des techniques de construction différentes, des détails très soignés, des types de joints, des couleurs qui sont particulièrement présentes. On a également du silex. Donc le silex est un matériau local. On construit avec ce qu'on a sous les pieds. Donc la terre, l'argile permet de fabriquer des briques. Le silex, la pierre du sous-sol, permet de construire les murs. Avec également non seulement l'utilisation du silex extrait du sol, mais aussi du silex qui est taillé à partir des galets qui sont prélevés sur la plage. Et puis, très particulier dans ce territoire de la côte d'Albâtre, le grès, puisqu'il y a des filons de grès qui sont présents et qui donc permettent de travailler ce matériau pour construire des édifices remarquables comme les églises, les chapelles. On voit notamment la chapelle de Palluel, mais également les soubassements qui sont des pierres, le grès étant un matériau non hydrophile, va permettre d'avoir des soubassements de construction qui vont résister aux remontées capillaires, aux remontées d'humidité. Donc un matériau très, très dur, très présent, avec aussi une présence, une couleur très particulière, un gris avec des veinages que l'on retrouve dans certains détails sur les églises. Et puis, ponctuellement aussi, on va voir dans les matériaux traditionnels de construction l'utilisation du torchis comme matériau de ourdissage pour les constructions en bois, le remplissage des colombages qui sera réalisé en torchis, matériaux qu'on retrouve notamment sur les chaumières traditionnelles. Donc on voit, et vous verrez sur ce territoire,
de nombreuses chaumières traditionnelles, c'est un élément aussi qui participe de l'attrait touristique du territoire. Ces chaumières sont plutôt bien préservées, notamment parce qu'elles présentent des soubassements en grès et donc, qui ont permis de cette bonne préservation. Et puis donc, les formes étroites, longues de ces constructions couvertes en chaume traditionnellement. Ces constructions en chaume qui s'inscrivent, qui s'intègrent dans les contextes des villages, des clos masures notamment, et donc on aperçoit derrière les talus ces grandes toitures de chaume qui restent très, très présentes sur le pays de la Côte-Albâtre. Enfin, des ossatures bois, donc, qui, pour certaines grandes demeures, notamment à Saint-Valery, étaient le matériau de construction utilisé. Et on voit encore quelques constructions qui n'ont pas été détruites par la guerre, qui sont présentes et qui présentent une très belle facture. Traditionnellement aussi, sur le territoire, on va rencontrer des maisons de maître, ces grandes demeures qui sont parfois un peu sombres, un peu austères, mais qui correspondent bien à l'esprit des Cauchois et la façon dont ils s'intègrent dans la vie sociale se traduit aussi par l'expression de leur architecture. Et donc on est aussi sur des constructions qui vont avoir un impact fort dans les villages, dans le rapport aussi, dans les rapports sociaux aussi, puisque la construction, c'est aussi l'expression de sa position sociale, et donc identifier ces grandes demeures, ces petites, moyennes ou grandes demeures, va montrer aussi quelle position sociale on tenait dans la société. Et puis, plus particulier aussi, on va rencontrer des constructions qui sont liées au rapport à la mer, donc dans ces espaces balnéaires, donc ces villages, ces cités balnéaires que sont Vol-les-Roses ou Veulettes, et avec des constructions qui sont très savamment construites, notamment au XIXe siècle, avec des mélanges de briques, de silex, des appareillages, des lambrequins, des charpentes très visibles, et donc de nombreux détails qui vont être aussi magnifiés dans ces architectures. Et puis à l'opposé de cela aussi, dans les constructions beaucoup plus récentes, une banalisation de la production avec des constructions un peu hétéroclites, sans esprit, sans âme, sans style, qui vont être disséminées le long des côtes. Et il y a sans doute un travail important à faire autour de ces constructions-là. Caractéristique aussi du Pays de Caux, les châteaux, les manoirs, l'expression aussi d'une richesse importante, une richesse agricole, une richesse industrielle, et donc on trouvera sur les sites ces petits bijoux d'architecture qui sont cachés souvent derrière des rideaux d'arbres, qu'il faudra aller chercher, que ce soit des petits manoirs ou des grands châteaux comme celui de Cagny-Marville. Et puis également, pour faire le tour de l'architecture, de ces expressions architecturales, également la reconstruction de Saint-Valery, avec voilà, donc une expression architecturale d'inspiration plutôt néo-régionaliste, mais qui finalement s'intègre plutôt bien dans les sites et qui résiste bien aussi au temps par ses qualités architecturales et constructives. On est sur un territoire où il y a de l'électricité dans l'air. On le voit par la présence d'éoliennes. On le voit aussi par la présence de lignes à haute tension qui traversent le territoire, du fait de la présence de la centrale de Paluel. Donc on a aussi une caractérisation très forte d'une présence industrielle sur ces sites, en tout cas autour de la production électrique par différents moyens, en particulier par la centrale de Paluel. Dans le domaine de l'activité aussi, il est important de bien noter que les fonds de vallée sont traditionnellement des lieux avec des terres riches qui permettent le maraîchage, et donc avec la proximité de la mer où on n'est pas du tout dans des domaines de présalé ou d'intrusion maritime, mais au contraire sur des terres qui sont irriguées par la rivière. Et donc là, une production maraîchère traditionnelle importante qui permet justement d'avoir une production locale qui peut être distribuée sur des circuits courts sur ce territoire. Et enfin, là également, sur tout le site, tout l'ensemble des communes de la communauté de communes, bien évidemment, la terre agricole
un espace de production important, tourné principalement sur le lin, vers la production de lin sur une certaine partie de l'année. Ici, à la période où nous sommes, plutôt sur la production de betteraves, on voit encore actuellement le long des champs, des grands tas de betteraves qui vont être destinés à être expédiés vers, soit vers les sucreries pour la betterave sucrière, soit vers les exploitations agricoles pour la betterave fourragère. L'espace agricole, c'est un espace de travail. La production agricole, ce sont des entreprises agricoles qui travaillent aujourd'hui avec des bâtiments qui vont s'intégrer plus ou moins bien dans les sites, des bâtiments de production donc, pour la polyculture, mais également pour l'élevage. Il existe encore sur le territoire des productions d'élevage, avec notamment des vaches normandes, que l'on identifie bien parce que ces vaches ont des sortes de lunettes autour des yeux, donc elles sont très caractéristiques. Et puis une confrontation forte aussi entre ces espaces agricoles et puis les espaces de vie, avec les lieux dans lesquels on va circuler avec des tracteurs, les lieux où on va habiter, les lieux où on va circuler pour se déplacer. L'évolution de la production agricole se traduit par l'implantation de bâtiments extrêmement présents sur le territoire, bâtiments de très médiocre qualité architecturale, qui sont très visibles parce qu'ils sont implantés souvent au beau milieu de la plaine, et donc qui viennent en opposition avec les constructions traditionnelles du Pays de Caux, que sont les clos-masures. Les clos-masures étant l'unité des fermes, l'unité de construction des fermes sur le territoire. Un clos-masure, c'est constitué par un rideau d'arbres qui vient enfermer un espace qui est celui du clos de la ferme. À l'extérieur du clos, on est dans la plaine agricole, donc dans la plaine de culture. À l'intérieur, on est dans l'espace de l'élevage, de l'activité de vie, de production, mais également aussi de fabrication des outils agricoles, la fabrication du cidre notamment. Et donc il s'agit peut-être de décrire un peu ce que c'est qu'un clos-masure. Le clos-masure, c'est donc un talus, qu'on appelle un fossé. Pourquoi? Parce qu'initialement, il s'agissait de créer un réseau hydraulique de collecte des eaux, et donc creuser des fossés pour ramener l'eau vers une mare. Le délaissé du fossé donc, a permis de constituer des talus. Sur les talus sont plantés des alignements d'arbres qui vont protéger du vent l'intérieur de la cour. Et puis à l'intérieur de la cour, eh bien, on va pouvoir planter des pommiers qui, eux, ont une faible résistance au vent pour pouvoir produire des pommes qui vont permettre de faire du cidre avec l'eau de la mare et ainsi de suite. Donc c'est un cycle de production à l'intérieur du clos qui permettent un espèce de fonctionnement en autonomie complète pour transformer et produire ce qui va servir à la boisson. Et puis à l'intérieur du clos, on va trouver les bâtiments qui vont servir soit le bâtiment d'habitation qui va être au centre avec une orientation plutôt au sud, et puis tout autour du clos, les bâtiments traditionnels qui vont servir pour les diverses activités de l'exploitation, que ce soit les étables, les charretteries, le four à pain, ainsi que les écuries pour les chevaux. Traditionnellement, sur le pays de Caux est un pays d'élevage de moutons jusqu'au XIXe siècle, et puis une transformation au courant du XIXe siècle vers un élevage bovin jusqu'au milieu du XXe siècle, puis de nouvelles transformations qui va aller vers plutôt de la polyculture, principalement en remplacement progressivement de l'élevage traditionnel. Ces bâtiments reprennent des formes et des typologies spécifiques, des bâtiments plutôt longs, étroits, couverts traditionnellement en chaume, avec des transformations au fil du temps, donc les chaumières un peu traditionnelles qui sont les bâtiments d'habitation, les maisons de maître qui viennent s'y implanter à partir principalement du XIXe siècle, et puis les bâtiments qui vont avoir chacun une fonction particulière, que ce soit la charretterie, l'étable, le four à pain, la grange avec son manège qui va permettre le battage du blé de façon mécanique progressivement, et aussi un rapport important avec le talus, puisque sur ces talus donc, se trouvent les arbres qui sont plantés, qui ont l'effet brise-vent.
et en même temps qui vont permettre de produire du bois pour le chauffage, pour fabriquer les meubles, pour fabriquer les outils, chaque arbre ayant une fonction particulière, également aussi pour la construction des bâtiments, les charpentes, les poutres pour les planchers, les solives, etc. Donc on est vraiment sur un microsystème très équilibré qui fonctionne traditionnellement bien, bien adapté au climat et aux particularités géographiques du territoire. Et donc ces arbres, ces talus, aussi ont une présence très forte à l'échelle du grand paysage, puisque en effet, ils constituent une limite visuelle dans le paysage, et donc suivant dans la profondeur de champ, on perçoit les clos les plus proches jusqu'au plus lointain, et donc on a toujours sur le plateau de Caux une vision d'une lisière, d'un paysage qui se termine par un espace boisé. On n'a jamais un horizon complètement ouvert sur le paysage du Clos Massieu. De façon peut-être un peu plus anecdotique aussi, on peut s'intéresser à la toponymie, rechercher les noms de lieux, voir aussi par les noms de lieux qu'il y a eu des présences normandes, vikings, des invasions suite aux invasions normandes, et donc on va retrouver dans les noms des caractéristiques qui montrent qu'on est sur un territoire qui est sans doute beaucoup plus anglo-saxon que latin, et donc aussi qui est très marqué par ces différents passages dans le temps qui laissent encore des traces aujourd'hui. Il est intéressant aussi de voir les plaques de rue qui sont indicatives des lieux. On a la rue de la Cavée Verte, la rue du Puy, la rue de la Mare, la rue de la Forge, la rue de la Charretterie. Et donc ces noms de lieux montrent aussi qu'on a une trace aussi de mémoire de ces activités traditionnelles qui étaient celles du Pays de Caux, et qu'on retrouve par voilà, ces mots un peu clés de plaques de noms de rue. Le territoire de la Côte d'Albâtre aussi a été un territoire qui était irrigué par le train, et donc il reste de nombreuses voies de chemin de fer qui sont désaffectées, qui ne sont plus utilisées, qui sont des sites propres, qui sont sans doute intéressants de revisiter. Il reste simplement une liaison fonctionnelle entre la gare d'Yvetot et celle de Saint-Valery qui sont liées à l'activité de la centrale nucléaire, mais plus de transport de voyageurs. On trouve aussi disséminés sur le territoire, le long des anciennes voies, des bâtiments qui sont d'anciennes gares, d'anciennes maisons de garde-barrière, des anciens entrepôts. Et donc, sans doute, il serait intéressant de s'interroger sur le devenir de ces sites. Peut-être que c'est une piste de travail pour redynamiser ce territoire en s'appuyant sur ces sites propres de chemin de fer. Et donc, peut-être que la conclusion de cela, c'est de se dire comment remettre la Côte d'Albâtre sur les rails. C'est sans doute un des souhaits que je proposerai pour ce projet.